Bonjour mesdames et messieurs, merci Jean-Patrick pour cette invitation. Donc comme il a été annoncé, donc, oui, je suis un peu sous pression parce que je dois en 30 minutes vous parler de l'énergie, de l'actualité de l'énergie de façon ludique et parfaite, etc. Donc comme c'est impossible, donc j'ai un parti pris. Et le parti pris, plutôt que de bombarder de chiffres, c'est plutôt essayer de mettre l'accent sur ce qui est en train de bouger sur les questions énergétiques, je dirais, en Europe et dans le monde. Et je vous bombarderai de très peu de chiffres. Donc, pour ça, vous pouvez en trouver dans les journaux tous les jours. Le titre de mon intervention, ce qui m'a été proposé par le Grand Dijon, c'est de parler des changements en cours et à venir dans le domaine de l'énergie et les enjeux pour les territoires en transition énergétique ou les enjeux de la transition énergétique pour les territoires. Donc ça, c'est l'exercice imposé qui m'a été donné, donc je vais essayer de répondre à cette question-là. Donc, je m'appelle Gérard Magnin, donc je suis délégué général d'une association de villes européennes qui s'appelle Energy Cities, qui réunit environ 1 millier de villes dans l'Europe d'une trentaine de pays. Et donc Dijon est un des membres. On se définit comme étant le réseau européen des villes qui invente pour le futur énergétique, donc c'est un peu ambitieux, enfin, faut de l'ambition. Et puis on essaie de faire en sorte que à la fois la vision du futur et l'action se rencontrent, donc c'est un petit peu notre autre slogan. Pour ma part, je suis de Besançon, donc je suis plutôt voisin. C'est un sujet sur lequel je m'intéresse à ce sujet depuis environ une trentaine d'années, donc j'ai passé une bonne partie de ma vie. Et donc c'est ce que je voudrais un peu échanger avec vous. Alors, on parle de plus en plus de transition énergétique, ce mot est dans le titre. Et c'est même un mot qui, aujourd'hui, il n'y a plus un colloque sur le sujet qui ne parle pas de transition énergétique, mais transition, c'est aller d'un point vers un autre. Et peut-être c'est nécessaire de faire un petit arrêt là-dessus. En fait, c'est une transition vers quoi que l'on fait, que l'on est en train de faire, en particulier en Europe, je préciserai là-dessus. En fait, on a vécu pendant très longtemps sur des énergies de stock, je reviendrai un petit peu dessus, et on va devoir aller vers des énergies de flux. On voit bien le stock, on puise dans un stock, et le flux, on prend ce qui passe. Globalement, les énergies de stock, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, enfin tout ce qui est en stock et qu'on exploite. Et puis, les énergies de flux, c'est ce qui passe, l'eau, le vent, le soleil. Et ensuite, les conséquences de tout ça, le biomasse, de la géothermie, etc. Enfin, l'enjeu du XXIe siècle, comme l'enjeu du XIXe siècle, ça a été l'exploitation du charbon, qui a remplacé le bois surexploité, et donc surexploité, donc non renouvelable. Puis ensuite, le XXe siècle qui a été le siècle du pétrole, bien sûr encore du charbon, bien entendu, mais du pétrole, du gaz, de l'électricité interconnectée, etc. Eh bien, on va progressivement vers l'enjeu du XXIe siècle. Eh bien, c'est passer de ces énergies de stock vers ces énergies de flux. Ça veut dire globalement que la fin du XXIe siècle, ce sera, probablement avant, sera un siècle qui sera, ce siècle sera celui de la marche vers les 100% d'énergie renouvelable. C'est la réalité. Parce que, bon, si notre système a marché pendant un certain temps, pendant que nous étions qu'un quart de la planète à croquer les 3/4 de l'énergie, et que maintenant l'ensemble de la planète veut s'y mettre, on voit bien que ce système ne fonctionne plus, le système est en crise. Alors, là, je vais vous présenter deux slides, mais avec chacun d'entre eux, je pourrais passer une matinée, donc je vais forcément survoler pour vous dire un petit peu en quoi ça se caractérise, que ce n'est pas simplement une société dans laquelle des énergies renouvelables auraient remplacé des énergies fossiles, ce n'est pas simplement une substitution comme ça où rien ne changerait. Il y a beaucoup d'autres choses qui changent. Alors, pendant longtemps, et moi je dis pendant longtemps, le temps présent fait encore partie du longtemps, on est en train d'amorcer une transition,
Eh bien, finalement, c'est les questions d'offre d'énergie qui ont été prédominantes. Quand on dit énergie, on pense à électricité, gaz, pétrole, on pense à des compagnies, etc. Et globalement, qu'est-ce qui change? C'est qu'on va se préoccuper beaucoup plus, on se préoccupe beaucoup plus de la demande. C'est-à-dire de la maîtrise de la demande, de la satisfaction des besoins. On n'a pas besoin d'énergie, mais on a besoin de confort, on a besoin de produire, on a besoin de se déplacer, et pour ça, on a le moins besoin, on doit essayer de faire en utilisant le moins possible d'énergie. Donc l'approche par la demande, c'est quelque chose qui va prendre le pas. Ça veut dire que quand on parlait que de mégawatts, eh bien on va devoir parler de négawatts, c'est-à-dire d'énergie qu'on ne consomme pas. On était, et principalement dans notre pays, dans un domaine où la question énergétique était principalement une question d'État, politique énergétique, et une politique nationale de l'État, etc. Mais aujourd'hui, les acteurs sont différents dans le domaine de l'énergie. Les collectivités locales ont d'ailleurs toujours joué un rôle, mais on sent qu'elles jouent un rôle de plus en plus important, et elles tentent de le faire, en tout cas dans les pays nordiques ou fédéraux. Ce rôle est beaucoup plus important des collectivités locales, mais il y a aussi bien sûr le secteur privé, y compris un certain nombre de producteurs d'énergie qui sont ici dans cette salle à titre privé, parce qu'ils ont des capteurs photovoltaïques, etc. Donc on voit que les acteurs, on n'est plus dans le système mono-acteur, on devient dans un système plus pluri-acteur. Et donc, on passe aussi d'une approche qui est plus technocratique, où la technicité était entre les mains d'un petit nombre, c'est encore pas mal le cas, je vais vous le dire, mais vers une approche qui est plus démocratique, en tout cas, une demande d'en savoir plus et de participer davantage au choix sur ces questions-là. D'une approche plus verticale vers une approche plus horizontale, je ne m'appesantis pas maintenant parce que je vous donnerai un exemple tout à l'heure, et d'une approche centralisée de ces sujets vers une approche qui est plus décentralisée. Parce que si les technologies énergétiques et les technologies de production énergétique étaient autrefois uniquement des gros systèmes, eh bien on s'aperçoit qu'on va progressivement vers des petits et moyens systèmes plus dispersés, plutôt que d'avoir des gros systèmes plus concentrés, même si, bien entendu, sans faire de photo, on voit bien que notre pays, on est encore beaucoup dans le gros. Du point de vue économique, on passe d'une situation d'économie dite de cueillette. Les économistes appellent l'économie de cueillette, c'est quoi? C'est quand on cueille sans se préoccuper de renouveler le capital. C'est typiquement une forêt qu'on exploite mais qu'on ne régénère pas, ou c'est typiquement les énergies fossiles. Mais vers une économie qui est une économie, je dirais, qui fait plus appel à des mécanismes de marché, mais qui est plus durable, en ce sens qu'elle renouvelle, quand on utilise des énergies renouvelables, eh bien, on paye tout. On paye la captation, on paye l'utilisation, on paye l'ensemble, et puis le flux continue. Mais quand on utilise des énergies fossiles, on ne provisionne pas pour remplacer le capital. Et ça, c'est une économie qui n'est pas liée, qui n'est pas conforme globalement aux règles qui régissent dans cette économie en général. On a eu une séparation très importante entre les questions d'offre et de demande. D'offre et de demande. D'un côté, il y avait l'offre, c'est-à-dire, et puis de l'autre côté, une demande. Et puis, en fait, l'objectif des compagnies énergétiques, bien sûr, c'est d'apporter l'énergie dont on a besoin pour la demande. On va jusque-là. Mais on va maintenant vers quelque chose qui est plus intégré. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que soit au niveau d'une maison, soit au niveau d'un bâtiment, soit au niveau d'un quartier, on va aller vers une approche beaucoup plus intégrée, offre-demande. Par exemple, si une maison est équipée de capteurs solaires, thermiques, photovoltaïques, etc., c'est très intégré. Ou si un quartier est utilisé de 200-300 logements, eh bien c'est une petite cogénération qui va fabriquer de chaleur et d'électricité. C'est plus intégré. On va combiner, on va dimensionner le moyen de production avec les besoins. On va voir les choses de façon plus intégrée, pas séparée, où d'un côté, on fait finalement ce que j'appelle plus tard, ici, globalement, une société hors sol. On a fait globalement des sociétés hors sol. Je veux dire par là, fait l'élevage hors sol, comme c'est, peu importe où on fait l'élevage, de toute façon, tout vient de l'extérieur. Manioc, déchets de coton, tout, et on fabrique du lait via des Holstein en grande quantité. On a fait une société un peu hors sol, donc quand on regarde, quand on fait des images de l'ensemble des villes du monde, elles se ressemblent toutes. On est incapable de savoir de quelle ville elle est, sauf si on filme le marché. En fait, on a posé sur le territoire des objets
et puis on a raccordé ça au réseau, et puis ça marche. Mais quand tout le monde fait ça, ça ne marche plus. C'est ça le problème. Donc, on va passer d'une société hors sol vers une société avec une plus grande relation au milieu. C'est vrai que le progrès a été considéré dans nos pays comme étant la façon dont on pouvait finalement se libérer des contraintes naturelles. Eh bien, le progrès va sans doute être mesuré maintenant à la façon dont on est capable de se relier avec l'environnement naturel. Et ce qui fait que du point de vue de l'énergie des territoires, eh bien, il y a eu un grand divorce entre l'énergie et les territoires. Les territoires qui connaissaient leur consommation d'énergie, ça n'existait quasiment pas. C'est uniquement maintenant le mouvement des plans climat-énergie territoriaux qui est une première approche pour compter, pour mesurer ce qui se passe sur un territoire, combien on consomme, où on consomme, dans quel domaine, qu'est-ce qu'on émet, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles, mais il y avait eu un divorce complet entre la question énergétique et la question territoriale. C'est-à-dire qu'on considérait que le chauffage au bois, c'était ancien, les petites centrales hydrauliques, c'était du passé, etc., etc. On voit bien qu'aujourd'hui, on va vers une réconciliation, et je donnerai encore un exemple tout à l'heure. Au niveau des emplois, les emplois caractéristiques de l'énergie, autrefois, c'était le mineur, ou c'est l'électricien sur son poteau, c'est encore bien sûr ça. Mais de plus en plus, les emplois qui vont aussi dans le domaine du bâtiment, c'est des plombiers, c'est des gestionnaires d'énergie, c'est des couvreurs qui posent des capteurs photovoltaïques, c'est des sylviculteurs qui font fabriquer de la biomasse. Donc les acteurs de l'énergie changent, et les métiers changent. Et alors qu'on parlait beaucoup d'ailleurs de secteur résidentiel, secteur tertiaire, secteur agricole, secteur industriel, on va parler de plus en plus d'acteurs de ces secteurs précisément sur lesquels je redirai un petit mot. Et donc, ces acteurs étaient principalement des spécialistes énergétiques, mais ils deviennent maintenant des spécialistes qui ne se pensent pas dans la sphère énergétique. Un plaquiste qui pose de l'isolation, il ne se considère pas comme un énergéticien, et pourtant, il rentre dans ce jeu-là. Et puis le consommateur, considéré uniquement comme un consommateur qui paye une facture, eh bien, il est aussi citoyen. Et donc, ce sont un petit peu, ici, une série d'exemples qui illustrent de où on part et vers où on va, et c'est un chemin plus ou moins long, mais les pays qui feront ce chemin le plus rapidement possible, probablement seront plus résilients que les autres dans le futur. Alors, je vais illustrer par les questions, par deux ou trois sujets. Je vais faire un focus sur la question verticale, horizontale. On a eu une approche, là c'est notre approche traditionnelle, l'ancien paradigme énergétique, mais encore dominant, une production centralisée, on transporte, on distribue, on consomme. Alors, je vais prendre beaucoup d'exemples qui sont liés au modèle électrique. Je voudrais dire avant que l'électricité, c'est quand même que 21 à 22% de notre consommation énergétique finale. Donc c'est pas tout. C'est même qu'un cinquième. Et en Europe, c'est plutôt un petit peu moins. Tu fais du chauffage électrique en France, c'est beaucoup plus. Enfin, si on entame le débat là-dessus, ça va nous prendre pas mal de temps. Mais le système électrique, il surdétermine ce que sera un système énergétique. Si on a un système énergétique qui est décentralisé, eh bien, on va fabriquer de la chaleur et de l'électricité simultanément près des lieux de consommation. Si on a un système centralisé, on va fabriquer de l'électricité loin des habitations, parce qu'il y a des questions de sécurité. Et d'ailleurs, ce que l'on voit le plus dans une centrale thermique, qu'elle soit nucléaire ou au charbon, etc., qu'est-ce qu'on voit le plus? Si on dit « dessine-moi une centrale », eh bien on dessine quoi? On dessine la tour de refroidissement qui a pour tâche de libérer les 65% d'énergie inutile qui ont été générés par le processus. Donc, on voit bien que ces systèmes-là, donc on est dans une approche comme ça, principalement comme ça. Mais on va vers quoi dans le futur paradigme? On va vers une approche où on part davantage de la consommation, de la demande, des besoins, où on intègre la consommation et la production décentralisée au niveau local. Et puis ensuite, on a des réseaux qui vont être des réseaux, pas de distribution, mais de collecte et de distribution. Et puis, pour le transport, également, c'est plus complexe que simplement une espèce de château d'eau. Et puis, ensuite, il y a une production centralisée également. C'est pas de la négation de la production centralisée, mais c'est une approche qui est un petit peu différente. Et en fait, quand on voit ces deux approches, ça peut aider à comprendre un petit peu comment, finalement, les éléments de la transition énergétique se retrouvent dans le système électrique. Et là, si je le présente comme ça, on a le système horizontal traditionnel, il y a une centrale, les réseaux de transport, distribution, et puis le consommateur au bout, pas de problème pour lui.
Puis là, on a un système beaucoup plus complexe, on va produire, consommer, un système beaucoup plus horizontal. Et on voit le système de gauche, c'est l'informatique de grand-papa, quand il y avait un ordinateur central intelligent, puis des terminaux bêtes. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont connu ça, mais il y en a d'autres qui n'ont pas connu du tout. Et puis ensuite, on est plutôt dans le système Internet, dans l'autre, c'est-à-dire où le système marche, parce que chacun est producteur et consommateur d'informations. C'est ça qui est. Alors, je voudrais faire un focus sur la question territoriale, au travers d'un slogan « Gardez l'argent à la maison ». Alors ça veut dire quoi? Vous voyez, ça symbolise ça un petit peu avec la chaufferie qui prend ses ressources aux alentours et qui va alimenter un quartier plus loin, etc. Je vais prendre un exemple pour introduire la dimension économique dans le système, parce que on est dans une situation où on ne peut pas parler de questions climatiques ou de questions énergétiques comme étant des questions qui nous seraient un petit peu extérieures et qui seraient uniquement pour le bien de la planète, je ne sais pas quoi, mais on a forcément à relier avec les problèmes auxquels on a à faire face tous les jours, sans quoi il n'y a aucune crédibilité sur le sujet. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Alors prenons un exemple d'un ménage. Un ménage qui va dépenser pour son chauffage et son eau chaude sanitaire 1000 € par an. Je fais ça parce que c'est un chiffre rond. Globalement, un ménage dépense pour son chauffage, eau chaude sanitaire et électricité spécifique en moyenne 1600 € par an en France. Ça représente au niveau total 48 milliards d'euros uniquement dans le logement, uniquement par les ménages. 48 milliards d'euros, c'est énorme. Et ça ne fait que croître. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 1000 €? Premièrement, on est dans un scénario dit exogène. Eh bien, ces 1000 € ils quittent le territoire pour acheter du gaz, pour acheter du pétrole, pour acheter de l'électricité. Ils quittent le territoire, c'est-à-dire je me branche, je paye une facture et Inch'Allah. Ça, c'est le premier scénario. Valeur ajoutée pour l'économie locale, faible ou nulle. Deuxième scénario dit endogène. Eh bien, je vais dire, voilà, c'est 1000 €. Ben, 500 € par exemple, ils vont me servir à rembourser un emprunt parce que j'aurais isolé, fait des travaux chez moi ou bien dans mon immeuble, etc. Et qui auraient fait travailler des artisans locaux, des entreprises locales, qui auront fait appel à des équipements, etc. Mais 500 € je fais pour ça. 300 € pour acheter de la ressource renouvelable. Et puis 200 € qui part, je dis, importation sur le territoire. Je dis, forcément importation nationale. Je parle du territoire sur lequel on vit. Cette idée, c'est comment l'argent qu'on dépense dans un territoire, comment est-ce qu'il peut aider à l'économie de ce territoire. Bien sûr, les chiffres sont comme ça juste pour faire comprendre le système. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il y a cet argent qui quitte le territoire, il y a cet argent qui reste à la maison, et puis il y a une plus-value qui est plus grande pour l'économie locale. Alors, si je prends ça sur un ensemble de 1 million d'habitants, dans un cas, oui, c'est 1 million d'habitants, et puis après, si on le fait sur l'agglomération du Grand Dijon, donc c'est environ 250 000 habitants, donc on divise par 4. Je veux dire, sur l'agglomération du Grand Dijon, il y a environ, chaque année, 100 millions d'euros payés par les ménages uniquement par leur chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc je ne compte pas ni l'énergie, ni l'industrie, ni l'électricité, ni le fuel, etc. Juste pour donner une idée, pour comprendre. Et une grande partie de cet argent, eh bien, quitte le territoire. Quitte le territoire, et puis ça va au Qatar, qui vient racheter le PSG, qui vient rénover les banlieues françaises pour développer le salafisme, etc. Ou pour Poutine, ou pour... C'est quand même ça la réalité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à ce flux économique, ce flux financier, qui est quand même quelque chose qui est loin d'être négligeable. On dit on n'a pas d'argent, et chaque année, chaque jour, on fait comme ça. Et puis ici, c'est le scénario endogène. Imaginons ce que ça représente sur cet ensemble de 1 million d'habitants. Eh bien, s'il y a 200 millions d'euros qui sont utilisés pour rembourser des emprunts qu'on a fait pour isoler, etc., s'il y a 120 millions d'euros qui viennent pour de la ressource locale, etc., vous imaginez ce que ça représente ensuite en termes d'emploi, d'activité, etc. Donc c'est quand même une question d'en prendre en considération. Donc en fait, pour résumer sur cette partie-là, eh bien c'est le principe que j'appelle, appelé pour ce qui nous concerne la subsidiarité énergétique. C'est quoi la subsidiarité? Eh bien c'est trouver les solutions au plus proche des problèmes à résoudre.
Ben, un, c'est consommer moins, donc ça c'est la question sobriété, efficacité, consommer local, renouvelable, récupération, et puis consommer global, aller chercher au-delà de son territoire, parce qu'on n'a pas, on doit bien considérer que c'est à peu près, c'est quelque chose un peu de bon sens, mais c'est à peu près le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, et donc c'est ce schéma-là qui, petit à petit, s'introduirait. Donc, l'intérêt des plans climat-énergie, eh bien, c'est cette responsabilisation des territoires vis-à-vis de leur approvisionnement énergétique et de l'impact écologique, de l'impact sur les écosystèmes, de l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, quant aux nouveaux acteurs, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, vous pouvez voir là que c'est en fait les nouveaux acteurs de l'énergie, et c'est quand même assez symbolique. Vous qui êtes réunis ici, vous venez de domaines très différents, de secteur public, de secteur privé, de petites entreprises, de plus grandes, etc. Et en fait, vous vous trouvez réunis autour d'une forme d'alliance pour essayer de faire converger vos efforts vers un objectif de territoire. Et d'où que vous veniez, eh bien, finalement, vous avez votre contribution à apporter. Et franchement, ce qui est fait ici est vraiment quelque chose de très important. Peut-être plus important que vous l'imaginez les uns et les autres, parce que c'est aussi la création de communautés comme ça qui, à l'échelle territoriale, font que petit à petit, la société se reconstitue avec des intérêts avec des points de vue qui sont différents, et des intérêts qui sont convergents sur un certain nombre de questions existentielles qu'on considère importantes pour un territoire. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très très important. Et on vous encourage non seulement à signer la charte, mais après de faire savoir que vous avez signé. Ici, c'est juste une petit exemple, c'est le poster dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Engage au niveau européen, que nous conduisons. Eh bien, c'est ensuite comment on porte à connaissance le fait que des gens s'engagent, hein, avec un poster, avec un, etc. Et puis je vous donne quelques exemples comme ça, juste pour simplement regarder autour de soi, avoir un nouveau regard sur ses ressources. Ça fait longtemps qu'il y a un lac à Genève, mais ça fait seulement que 5 ans que les institutions internationales sont rafraîchies avec le lac. On aurait déjà pu le faire depuis longtemps, mais il fallait simplement penser. Là, j'ai mis la Byzantine, excusez-moi, je suis de Besançon, mais il y a la Dijonnaise, donc je rends grâce, mais enfin, je fais un petit peu de pub aussi. Stockholm roule avec son biogaz. Pas complètement, bien sûr. Erlen, aux Pays-Bas, se chauffe avec ses mines, avec l'eau, la chaleur qui existe dans les mines. C'est les mines qui ont disparu, bien sûr, en termes d'exploitation. Mais voilà, il y a une ressource qui est là. Simplement, il faut regarder qu'on a de la ressource dessous, qu'on a de la ressource dessus, qu'on a de la ressource à côté. Quand la ville de Växjö, en Suède, qui fait 90 000 habitants, se fixe un objectif d'être sans énergie fossile à l'horizon 2010, et puis qu'en 2010, elle arrive à 84% d'énergie renouvelable sur la chaleur, et 57% sur l'électricité, c'est quand même quelque chose qui est énorme, mais simplement il y a des ressources en bois, et donc on y va. Hein. Quand Helsinki se chauffe et se refroidit avec la mer, quand ici en Pologne, parce que je vous ai montré des exemples, c'est pas que les pays riches, etc., comment on chauffe une piscine avec l'eau sanitaire, donc c'est une canalisation qui passe à côté, on prend presque rien en chaleur dessus avec une pompe à chaleur, et puis on chauffe le centre sportif avec ça. Quand on réinvente des nouvelles façons de vivre en ville, comme à Freiburg, avec aussi une très faible dépense de l'ordre de 10 € par mois par appartement pour le chauffage, c'est sûr que si ça double, ça passe à 20. Hein, c'est pas une question de bobo, c'est une question de résilience complète. Hein. Quand on considère que le vélo, c'est un mode principal de déplacement et pas marginal, quand on arrive à des 50% ou plus de déplacement à vélo, parce que l'espace public est organisé pour ça, et on ne considère pas que c'est simplement une petite concession à des cyclistes, mais c'est un mode de déplacement. Quand aux Pays-Bas, quand en République tchèque, on rénove des quartiers, il y a des quartiers comme on en a pas mal chez nous, hein, avec des hauts standards énergétiques et avec des économies pour les familles de ce qui est plus d'un mois de salaire pour elles, c'est quand même des choses qui sont importantes. Vous ne comprenez pas le tchèque, mais enfin vous voyez le résultat avant-après. Quand on réinvente aussi aux Pays-Bas des fermes urbaines, quand on rapproche la production agricole et alimentaire, y compris pour des raisons culturelles, pas pour des raisons quantitatives uniquement, mais pour essayer de rétablir des circuits. Quand la Heidelberg, c'est le président de Energy Cities, donc je fais un petit peu de pub de temps en temps, il faut un quartier, nouveau quartier, Stadtbahn, à côté de la gare, c'est 2500 appartements, 115 hectares, 7000 places de travail, standard passif, c'est-à-dire 15 kWh, 100% renouvelable, réseau de chaleur, et voilà, c'est les nouveaux
les nouveaux standards. Et ici, je fais un petit clin d'œil à ça parce qu'on travaille avec 25 collectivités françaises et suisses pour être capable de porter de façon géospatialisée sur Google Maps les actions qui sont faites ici ou là pour qu'on puisse visiter une ville ou un territoire, n'importe quel territoire, eh bien, en surfant sur Google Maps et voir qui a fait quoi à tel endroit, quels sont les résultats, comment on peut quantifier tout ça. Donc ça, c'est un travail qu'on fait en commun entre 27 collectivités. Donc simplement la transition énergétique en bref, juste penser ça, comment on passe de cette situation-là à celle-là. Et il y a des ressources autour de soi, donc il suffit simplement d'y penser. Simplement comme ça, deux ou trois chiffres, même si vous ne voyez pas dans le détail, ça c'est la consommation d'électricité hors chauffage électrique comparée France-Allemagne, parce que bon, l'Allemagne vous fait l'objet de beaucoup d'attention. Vous voyez, ça c'est de 1990, je crois à 2010. Hein. C'est la consommation de la France par habitant, hein, en rouge, et la consommation par habitant en Allemagne, avec des efforts importants d'économie d'électricité. Voilà. Donc c'est pas inéluctable qu'on puisse consommer moins. C'est sûr, ça passe par une politique de taxes différente. Vous avez taxe sur l'électricité dans l'industrie, donc le bleu c'est l'Allemagne, et puis c'est rouge, parce que je ne vois pas les couleurs, je suis enfin bon, le rouge en bas. Donc augmentation importante des taxes dans l'industrie, augmentation importante des taxes sur les ménages, mais bien sûr, au résultat on consomme moins, mais la taxe est plus élevée, etc. Donc c'est une politique fiscale qui vise à surenchérir le prix pour améliorer pour l'économiser davantage. Et donc au bout du compte, on paye des kilowattheures multipliés par un prix. Et c'est pas que le prix du kilowattheure qui compte, mais c'est la facture totale qui compte. Ça, c'est le chemin jusqu'à 2050 de la production d'électricité en Allemagne, c'est-à-dire avec la part des renouvelables telle qu'elle est aujourd'hui et qui progressivement va vers 100% à partir de 2045. Ça, c'est l'objectif à long terme vers lequel l'Allemagne va. Il y a une feuille de route européenne sur le sujet qui, dans n'importe quel cas de figure, dit qu'en 2050, il y a au moins 60% d'énergie renouvelable. Hein, donc c'est quand même, quelles que soient les hypothèses. Ici, c'est la part de production d'énergie renouvelable aussi comparée Allemagne-France. On voit que la France a un niveau qui reste à peu près égal hein, dans les trucs traditionnels de genre, je dirais, grosse hydraulique, biomasse, mais les trucs nouveaux, éoliens, photovoltaïques, en bas, ça a peine à monter. Et on voit que, bon, en Allemagne, on a une augmentation qui est beaucoup plus un risque qui est beaucoup plus grand, parce que l'Allemagne n'a pas de grande hydraulique au départ, parce qu'elle n'a pas de géographie qui le permet. Et ici, juste pour terminer, à gauche, c'est l'export par habitant, hein, comparé en France et en Allemagne. Donc chaque Allemand exporte plus de 2000 € par an. Et, enfin, un excédent commercial, c'est exactement de plus de 2000 € par an, et puis chaque Français a un déficit commercial de 1000 € par an, malgré des prix d'électricité qui sont un petit peu différents, comme vous avez vu, qui sont un peu plus élevés en Allemagne. Donc on peut exporter, je veux dire, ce n'est pas un critère spécifique de compétitivité. Quant à l'import-export d'énergie, cette fois, parce qu'on est dans un pays où on dit que la dépendance nationale est très forte en énergie, etc., ben on regarde par habitant, vous voyez, c'est pareil en France et en Allemagne, c'est-à-dire qu'on sommes autant dépendants, la France et l'Allemagne, quand on rapporte nombre d'habitants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.